Bon, merci à Terry Colo pour cette belle initiative qui me permet de partager avec vous quelques de mes propres soucis et questions. Peut-être que ce serait une bonne chose de commencer avec la situation dans laquelle nous nous trouvons et peut-être avec une analogie. Donc, la préoccupation de notre époque. Cette question me rappelle des belles pages de Grégoire de Nice quand il décrit la situation dans son époque. Tous les lieux, donc il y avait un conflit à Constantinople sur le mystère de la Trinité, surtout le mystère de la divinité du Christ. Et la population majoritaire de cette ville était quoi? Ils avaient la foi orthodoxe, peut-être, mais leurs expressions n'étaient pas du tout. Leurs expressions étaient plutôt que le Fils était une créature et qui était moins que le Père, donc une vision arienne. Et Grégoire entre dans cette ville et il est étonné de voir comme ces discussions sont en train d'avoir lieu partout. Tous les lieux de la ville sont remplis de tels propos. Les ruelles, les carrefours, les places, les avenues, ce sont ceux du marchand de vêtements, des changeurs, d'épiciers. Si tu demandes au changeur le cours d'une monnaie, il te répond par une dissertation sur l'engendré et l'engendré. Si tu te renseignes sur la qualité et si tu te renseignes sur la qualité et le prix du pain, le boulanger répond: le Père est plus grand que le Fils, et le Fils, lui, est soumis. Quand tu demandes au terme si le bain est prêt, le gérant déclare que le Fils est issu du néant. Je ne sais de quel nom il faut nommer ce mal. Est-ce que de la frénésie, de la rage ou une sorte de mal endémique qui suscite de l'incohérence dans les propos? Bon, évidemment, je ne pense pas qu'il y a une ville dans le monde entier maintenant où les boulangers se discutent sur la divinité du Christ. Mais j'ai eu l'expérience d'être, par exemple, avec ma maman, en attendant le médecin, d'écouter une infirmière en discussion avec la réceptionniste sur les rapports hommes et femmes et sur la sexualité. C'est notre époque. Et pour Grégoire, il voyait ça comme une maladie, mais avec un peu de recul, nous pouvons aussi voir que ça a poussé Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze et Basile le Grand de formuler d'une manière plus adéquate, parce que c'était ça le défi, avoir une présentation de l'expérience chrétienne plus adéquate. Et ces conflits ont poussé à ça. Donc, maladie, crise, ok, mais aussi, dans la providence de Dieu, cela allait donner lieu aux magnifiques présentations de la foi de ces pères cappadociens, avec lesquels nous vivons toujours. Et donc, si les boulangers ne se discutent plus sur ces questions, c'est à cause du travail de ces braves cappadociens. Est-ce qu'il y a quelque chose d'analogue qui se passe maintenant à nos jours sur le mystère? Ce n'est pas le mystère de la Trinité, mais quand même, c'est un mystère sur les rapports hommes-femmes dans la vie familiale. Je pense que oui. Et ce qui frappe aussi, depuis l'Antiquité, on a noté les rapports étroits entre amour et guerre. Donc nous avons chez Ovide, écrivant ces petites réflexions sur l'amour pour son ami Atticus, le même Atticus qui c'était aussi l'ami de Cicéron. Tout amant est soldat, et l'amour a son camp. Bon, Cupide. Oui, Atticus, crois-moi, tout amant est soldat. L'âge qui convient à la guerre est aussi celui qui convient
à Vénus. Et nous voyons ça aussi artistiquement présenté depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Nous avons ici de ce pauvre Lucretius Fronto qui allait mourir à Pompée. Dans sa maison, il y avait cette fresque, le mariage de Mars et Vénus. Donc, si cela est le cas, s'il y a ces rapports étroits entre les deux mystères, ces deux activités, les deux passe-temps préférés de l'homme, peut-être que cette question se pose. Notre manière de faire la guerre, et je dis en Occident, notre manière de faire la guerre et notre manière de faire l'amour, souffre-t-elle du même défaut? Ou au moins de défauts analogues? D'une certaine manière, ce serait possible pour moi maintenant de m'arrêter. Ça veut dire, c'est ça que je voulais lancer et je vous invite à réfléchir sur le fait, par exemple, que si on va simplement avec les buts annoncés avant toutes les guerres des États-Unis depuis Corée, les États-Unis n'ont pas réussi à atteindre les buts, au moins les buts annoncés, sauf dans des petites interventions comme à Panama ou à Grenade. Et même là-bas, s'ils ont sous papier atteint leur but, il reste à voir si l'intervention était positive en fin de compte. Donc, toutes ces ressources humaines et matérielles pour rater toujours, c'est quand même, ça interpelle. Est-ce que notre manière de faire la guerre et notre manière de faire l'amour souffrent-elles du même défaut? Il y a une manière très personnelle pour moi de poser cette question d'une manière historique. Comment est-il possible que les hommes qui ont poursuivi la guerre au Vietnam n'ont pas vu ce qu'une génération précédente a vu? Qu'une telle guerre était impossible à gagner à la force des armes. Donc là-bas, il y a évidemment Kennedy avec le général Maxwell Taylor, mais l'homme que je veux souligner ici, qui vient de ma ville, de San Francisco, c'est Robert McNamara, qui était aussi quelqu'un qui est allé à mon alma mater, Berkeley. Donc quelqu'un que tout le monde de ma région, surtout les gens d'ascendance irlandaise, admirait beaucoup. Un homme hyper doué. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne voyait pas ce qui se passe là-bas. Et deuxième question, aussi historique, pourquoi est-ce que ces mêmes hommes, et des hommes du même milieu, éducation et expérience, ont rejeté l'enseignement de l'Église sur la contraception artificielle? Et historiquement, c'est à peu près au même moment. En 68, on a Paul VI qui est férocement contre l'intervention américaine au Vietnam, qui cherchait de la paix, et qui publie en juillet Humanité. Et cette même personne, pour expier en 68 un peu sa participation comme secrétaire à la Défense, McNamara renonce ce poste, et qu'est-ce qu'il fait? Il devient le président de la Banque mondiale. La Banque mondiale, dans ses origines, était fondée pour un peu être un outil du plan Marshall pour la reconstruction de l'Europe. Mais après avoir terminé cette tâche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils cherchaient une autre chose à faire, et donc ils ont tourné vers le tiers-monde pour, avec des grands projets, développer le tiers-monde. Mais quand McNamara arrive là-bas en 68, il met l'accent sur quelque chose qui n'était pas du tout dans le projet de la banque. Quoi? Contrôle de la population à travers des programmes de contraception artificielle. Donc le lien dans cette personne même est là. Amour et guerre. Donc, ces questions viennent d'expériences très personnelles. J'ai commencé mon éducation formelle à la fin des années 60. On voit le plus grand là-bas qui est mon frère aîné et le plus petit qui est moi, version jeune, en 74. Je suis sur le sommet de la montagne de Tamalpais. S'il n'y avait pas des nuages, on pouvait voir derrière nous la ville de San Francisco. Mais j'étais témoin oculaire de pas mal de ces visites de la milice de Californie lors de la visite de Lord
gouverneur de Californie, un certain Ronald Reagan. Et il y avait aussi l'été d'amour qui est débarqué aussi vers la fin des années 60 chez moi. Donc, les protestes contre la guerre au Vietnam et les expressions d'une nouvelle sexualité. Et je ne les vois pas comme le problème. Hein. Cette génération exprimait des symptômes de quelque chose de beaucoup plus, quelque chose de précédent. OK. Donc là, les questions jumelles. Pourquoi était-il aveugle concernant la guerre? Et pourquoi était-il aveugle concernant l'amour? Ces grands messieurs de grande expérience, est-ce qu'il y avait une cause commune? C'est ça que je veux pousser un peu avec vous. Donc McNamara a reçu pas mal de critiques pendant son temps là-bas, et de beaucoup de gens. Mais une critique qui est intéressante vient des gens qui sont contre ce qu'on appelle techno-guerre. McNamara a poursuivi la guerre au Vietnam avec une vision réductionniste, dit cette critique, qui ne se préoccupe que de ce qui pouvait être quantifié. Lui et son équipe voulaient seulement établir la capacité matérielle de l'ennemi de faire la guerre, avec des statistiques qui quantifiaient leur capacité, et se confronter à l'ennemi avec une force statistiquement plus grande. Cette équipe ne voyait pas, et il ne s'intéressait pas, les Vietnamiens dans la richesse de leur culture, histoire, perspective et espoir. Leurs personnes enracinées dans des communautés riches en qualité passaient inaperçues parce que non quantifiables. Comment quantifier les espoirs que Ho Chi Minh avait promus dans les esprits de tellement de monde? Comment mettre un chiffre pour ça? Ou le soif d'avoir même un mauvais gouvernement, mais un gouvernement qui était indépendant à la fois de la Chine, de la Russie et des États-Unis. Comment mettre un chiffre à ça? Cela a passé inaperçu. Donc, il avait eu cette vision réductionniste. La première chose à faire était de réduire les questions à ce qui pouvait être quantifié et mesuré, et ensuite, avec des bonnes statistiques en main, on pouvait résoudre les problèmes, les conflits internationaux à travers l'application de la force utilisant la haute technologie militaire. Donc, j'ai toute une liste des autres diapositives que je passe. Mais vous avez les copies, vous pouvez les étudier. Le monsieur James William Gibson, dans son livre The Perfect War, donne son analyse. J'ai aussi cette citation magnifique de Kissinger qui montre vraiment cette vision réductionniste de pouvoir agissant dans le monde. Mais ce que cette vision ne voit pas, c'est que le monde a des aspects, la nature, l'homme et ses cultures et leur histoire, qui ne peuvent pas être quantifiés. Il y a des réalités qualitatives à découvrir. Donc toute la richesse de ce pays. Il faut admettre que McNamara était un des rares d'étudier ses propres fautes. Et donc, en 1995, il affirme « Je n'avais jamais été en Indochine. Je n'en connaissais ni l'histoire, ni la langue, ni la culture, ni les valeurs. Mes collègues et moi décidions du destin d'une région dont nous ignorions tout. » Bon, on voit qu'un peu de l'ancien est toujours là. Il pensait qu'il décidait des destins. Hein? Et je ne pense pas. Mais au moins, il admet qu'il ne voyait pas avec clarté. Donc, Sun Tzu, qui est la première personne que nous connaissons d'avoir écrit sur la guerre, dit trois choses très intéressantes pour nous. Connais ton ami et connais toi-même. Connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux.
Si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-même, tes chances de perdre et de gagner seront égales. Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites. Cette dernière phrase est une expression parfaite des dernières 50 ans de vie internationale au niveau des interventions militaires des États-Unis. Les chefs d'État ne se connaissent pas et ne connaissent pas non plus le monde. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'analogue dans nos rapports hommes-femmes? Est-ce que les hommes se connaissent? Qu'est-ce que c'est un homme? Est-ce qu'ils connaissent et comprennent les femmes? Est-ce que les femmes se connaissent et se comprennent? Est-ce qu'elles connaissent et comprennent les hommes? Ou est-ce qu'il y a un réductionnisme qui nous aveugle aux aspects qualitatifs des rapports entre hommes et femmes et des actes de la vie conjugale? Question qui devient de plus en plus urgente pour nous. Donc, mon collègue Terry Collot a déjà mentionné Elizabeth Anscombe, Gertrude Elizabeth Martha Anscombe, qui, pour cacher qu'elle était femme dans les années 50, écrivait G.E.M. Anscombe. Et elle avait commencé à voir déjà au début des années 60 qu'il y avait une incohérence dans notre manière de comprendre la psychologie de la vie familiale. Et pour pouvoir en sortir, il fallait développer une vraie psychologie morale renouvelée, une théorie de l'agir et aussi de l'intention. Donc la question du caractère moral de la contraception se pose, d'une manière urgente maintenant à cause de ce que la technologie rend possible. Mais une réponse judicieuse à cette question présuppose une philosophie adéquate de l'agir et de l'intention. Donc elle a écrit un petit chef-d'œuvre qui s'appelle Intention. Donc c'était son effort de faire ça. Je vous laisse lire ma version de ce qu'il affirme dans cette... La première chose qu'elle avait écrite et publiée, c'était en 1966, avant Humanité. C'est un article intéressant. Terry Collot a aussi mentionné Modern Moral Philosophy. Il serait difficile à exagérer l'importance de ce petit article de 58 pour la philosophie anglo-américaine. Si la philosophie de la vertu existe dans des facultés anglophones, c'est à cause de cet article. Cet article a montré la bonne direction à des personnes comme Philippa Foot, mais aussi Alistair McIntyre, même John Rawls se voit se tournant dans cette espèce de néo-kantianisme qu'il avait développé, comme mis dans cette route à cause d'Elizabeth Anscombe. Ce qu'elle a fait, elle a montré que la vision de l'obligation que les deux côtés de la morale en Angleterre et en Amérique, ça veut dire les déontologistes, il faut suivre les règles formelles, ou les utilitaristes, et elle invente un mot qui est maintenant un mot courant en anglais, une version d'utilitarisme qui est conséquentialisme. Ces deux courants partagent la même vision fausse de l'agir et la même vision fictive de l'obligation, qui étaient les restes d'une certaine vision chrétienne qui n'existait plus. Et elle est allée jusqu'à dire, nous devons arrêter à écrire de l'éthique parce que nous sommes en train de dire des non-sens. Nous devons d'abord développer une philosophie de la nature et une psychologie de l'agir renouvelée, où nous pouvons poser des nouveaux. Qu'est-ce que c'est que l'homme? L'ancienne question des anciens. Et qu'est-ce que c'est que l'épanouissement de l'homme?
Et quels sont les traits de caractère qui peuvent nous aider à atteindre l'épanouissement? Pour nous, la question s'impose et comme McIntyre montre dans Dependent Ration Animals, on peut voir ça dans les grands animaux, soit les dauphins, soit les singes, soit les chevaux et même les chiens. On peut identifier ce qui constitue l'épanouissement pour ces animaux, mais est-ce que cela n'existe pas pour nous aussi? Donc, retournez aux grandes questions classiques. Donc, ce serait très difficile à présenter sa manière de voir la question de la contraception, mais il implique deux choses assez simples à communiquer. D'abord, l'acte intentionnel qu'elle utilise dans ce sens précédent et pas dans le sens que Veritatis Splendor utilise, ça veut dire l'acte qui est directement visé. Qu'est-ce que je fais? Et elle présente une analogie avec la nature. Le grand reste la sémence du chêne, même s'il ne produit jamais un chêne. Mais par sa nature, ces sémences de chêne, par sa nature, le gland a un caractère génératif. L'acte conjugal reste intrinsèquement aussi un acte génératif, même s'il ne résulte pas dans une conception. Donc c'est ça qui est visé dans la vie conjugale, dans ces actes conjugaux. Mais qu'est-ce qui se passe, selon elle, dans l'acte intentionnel de la contraception? Un acte des rapports sexuels où le caractère génératif est directement supprimé change le caractère de l'acte intentionnel. L'acte directement visé n'est plus le même. Tout cela dépend que nous sommes prêts à accepter qu'il y a des natures dans le monde, qu'il y a des espèces dans le monde, que nous devons découvrir ces réalités. Comme un de mes héros, John Senior, dit, les pierres sont dures, l'eau est mouillée, le feu brûle. Respectez l'aspect objectif de la nature. OK, c'est ce qu'elle affirme. Mon souci à moi, c'est, comme évangéliste, qu'est-ce que nous devons faire pour aider nos contemporains à voir ça? Parce que c'est clair que massivement, ce n'est pas vu. Donc, qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle voulait que nous voyions? La redécouverte de la nature. Les choses ont des natures à découvrir et à respecter. Les actes humains ont des natures à découvrir et à respecter. Donc, le grand défi, aider nos contemporains à redécouvrir la nature. Et, petite parenthèse, le Oxford de l'avant-guerre était un lieu de la philosophie analytique féroce. Mais pendant la guerre, Oxford était vidé d'étudiants. Donc Somerville avait un groupe de femmes philosophes extraordinaires. Et ce qu'elles avaient en commun, ils étaient toutes anti-cartésiens. Elles voulaient redécouvrir l'animalité de l'homme et aussi respecter la nature. Donc, je me souviens, le philosophe Ralph McInerney a dit, pendant un certain temps, la philosophie anglo-américaine était sauvée par 3 femmes en Oxford. Il n'a pas Mary Midgley parce qu'elle avait commencé à écrire beaucoup plus tard. Mais elle est la seule qui vit toujours. Donc, Elizabeth Anscombe, Iris Murdoch, Philippa Foot et Mary Midgley sont tous, d'une manière ou d'une autre, soit néo-aristotélien, soit néo-platonicien, mais qui veut remettre l'animalité dans la définition de l'homme. Pour terminer, parce que je suis en train de poursuivre cette double question, il y avait un mouvement philosophique en Amérique du Nord, mais en dehors des États-Unis, qui était à la fois férocement contre la politique étrangère des États-Unis à la fin des années 60
mais aussi férocement contre beaucoup d'autres mouvements venant de leurs voisins du Sud, comme l'avortement. Et le porte-parole de cela était un philosophe canadien, George Grant. La femme du moraliste Oliver O'Donovan a fait sa thèse sur la philosophie de Grant, donc Joan O'Donovan. Et qu'est-ce que Grant identifie? Choisissons avec soin des aperçus de Heidegger, des aperçus de Jacques Ellul et de Simone Weil. Il dit que même si les sciences et la technologie nous ont apporté des très grands biens, la conception de la rationalité et de la raison humaine et de ce qui va compter comme un argument rationnel, qui est présupposé dans nos sociétés technologues, limite notre vision du monde et notre capacité de critiquer les nouvelles technologies. Il nous faut redécouvrir le vrai, le bien et le beau qui se donnent dans la nature et la communauté humaine qui est une partie de la nature, et réapprendre à soumettre nos vies et nos technologies à cette réalité riche qui implique des valeurs transcendantes. Et on voit des parallèles avec des autres auteurs, même Ivan Illich qui a commencé dans les années 60, John Senior, Simone Weil, et les disciples de Grant qui se répandent au Canada maintenant. Donc, cette discussion de mariage pour tous, pourquoi est-ce que c'était si difficile pour l'Église à dire quelque chose de cohérent? Et pourquoi est-ce qu'ils avaient sauté sur la question du ministère aux homosexuels? Parce qu'en fait, l'argument était perdu, selon Anscombe, bien avant. Anscombe dit déjà en 1966, si on peut enlever le caractère génératif de l'acte conjugal, pourquoi le garder dans le mariage? Si l'acte est essentiellement un moment de plaisir en commun, pourquoi un contexte matrimonial s'il n'y a pas d'enfant? Tout est permis si c'est simplement pour produire du plaisir. Et même en 1966, ses collègues à Oxford, qui n'étaient pas du tout chrétiens, disaient « Oui, vous êtes d'accord ». Et ils étaient contents avec cette conclusion. Donc, l'argument, selon Anscombe, l'argument était perdu quand l'Église, et je parle de têtes et membres dans des églises en plusieurs pays, n'ont pas reçu ou n'ont pas maintenu l'enseignement sur la contraception artificielle. Évidemment, il y a des lieux, dire ça en public, on va être brûlé. Bon, jusqu'ici, on ne brûle pas les professeurs quand ils sont dans leurs propres unis. Mais, OK. Mais, ma génération, quand nous avons commencé à faire des études au niveau doctoral, l'ancienne génération, leur querelle entre déontologie et proportionnalisme était pour apaiser les consciences, de ne pas mettre les consciences des gens en danger. Mais à San Francisco, dans les années 60 et 70, nos consciences n'étaient pas en danger. Tout était permis. Tout était permis. La question qui s'en pose, c'est la question de Miss Anscombe. Qu'est-ce qui va nous rendre heureux? D'où vient l'épanouissement? Et si une manière de vivre cloche sans cesse, si ça soit la guerre, soit la manière de vivre la vie familiale, peut-être nous pouvons retourner aux sources et aider nos contemporains de faire le même. Donc c'est ça que je voulais simplement proposer. J'ai aussi des autres citations de Grant. Mais pour conclure, Miss Anscombe était un ami proche, un des rares, de Ludwig Wittgenstein. Et lui, il l'a choisi pour éditer ses écrits qui n'étaient pas publiés pendant sa vie et était son exécuteur testamentaire. Dans le Tractatus déjà, Wittgenstein parle de ce qu'on ne peut pas dire.
et donc on doit se taire. Mais plus tard, il commence à développer l'idée, ce qu'on ne peut pas dire, il faut vivre dans des formes de vie. Il me semble qu'avec la multiplication de paroles, on ne va pas gagner. Les paroles sont nécessaires. Ça a aidé avec les querelles sur la Trinité, les paroles justes. Mais ça n'a pas suffi, elles seules. Ces paroles orthodoxes des Cappadociens étaient incarnées dans des communautés et des vies liturgiques. C'est la même chose pour nous. Si le grand défi à nos jours est de comprendre et dire vrai les rapports entre hommes et femmes, nos contemporains vont le recevoir si cette vérité est vécue dans des communautés qui incarnent la joie de vivre la plénitude de l'Évangile sur ces questions, dans des formes de vie. Et ce serait intéressant, peut-être pendant la pause, de discuter les formes de vie où je vois un peu d'espérance sur ces questions, mais je voulais simplement terminer comme ça. Merci.